Oui. Du coup, voilà, on va faire en sorte que l'homme prenne conscience que c'est important. J'espère que vous allez bien. Là, c'est un petit live un peu particulier. Je me suis inscrite à un séminaire sur la fertilité masculine et féminine. Et en fait, je trouve ça intéressant qu'on puisse l'écouter ensemble. Et qui, du coup, ont plus de place pour la partie couple et, du coup, bébé. Donc, voilà, on va aussi gérer cette partie-là, qui n'est pas une petite partie. Et ensuite, donc, pour en venir à la maman, par rapport au corps de la maman, donc au fait qu'il soit sain, donc là c'était le point 2 que j'ai donné. J'espère que vous allez bien. Donc Petit live particulier, je me suis inscrite. Tout ce qu'il peut y avoir je me suis inscrite à un webinaire sur la fertilité, les hormones, la fertilité masculine et féminine. Et je trouvais ça intéressant qu'on puisse le regarder, l'écouter ensemble. Je ne peux pas filmer malheureusement pour des questions de droit d'auteur. Mais si vous êtes intéressé par la question de la fertilité, n'hésitez pas à écouter les filles. Je mets le volume pour vous. Donner des conseils alimentaires. En naturo, on rentre moins dans la micro parce qu'on n'est pas des spécialistes. Donc en général, on a des profils qui n'ont pas de pathologie. On a des profils sains en fait, mais où il y a quelque chose qui bloque. Et nous, ce qu'on cherche, c'est ce quelque chose qui bloque. Donc je reprends par rapport à mon alimentation. Donc on va pas conseiller de la micro avec exactement une vitamine manquante ou un minéraux manquant, mais plutôt des associations alimentaires saines. Donc voilà, on va pas mélanger telle et telle chose. Alors précisez, parce que là on vous écoute en disant qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette, quoi. Alors déjà à la base c'est un légume. Donc on a toujours un légume à la base. Et ensuite, on l'accompagne de quelque chose. Donc après, je peux choisir de l'accompagner d'une viande, d'un poisson ou, vous entendez bien, les filles ? de céréales. Donc ça peut être du quinoa, du millet. Vous entendez bien ou je dois augmenter le volume ? Etc. En fait, après, on a le choix. Mais à la base, c'est le légume. Alors bien sûr, on fera bien attention à la cuisson. Écoutez bien parce que j'ai payé le webinaire. C'est un webinaire payant, les filles. Et cuit à la vapeur ou avec des appareils qui empêchent la dégradation, c'est l'idéal. Ensuite, on conseillera aussi des bons gras, donc amener des oméga 3, voilà, que les gens oublient souvent de consommer. Les oméga 3, donc des oméga 3, que ce soit dans les poissons ou les végétaux. Donc des huiles végétales de qualité, en plus du oméga 3 dans les poissons. Ouais. Et surtout, une alimentation qualité, donc avec de la viande de proximité dans la mesure du possible, ou alors en manger moins, mais en tout cas de qualité. Le poisson, pareil, donc un poisson de qualité. Des légumes, si on a un maraîcher pas trop loin, ou si on peut être abonné à des AMAP, etc. C'est vraiment le mieux. Donc il y a cette partie-là, il y a une partie donc activité physique, respiration qu'il faut conserver. Donc on n'en a pas parlé par rapport à l'homme, mais c'est pareil, les deux. Bien sûr. Donc même si on travaille beaucoup, etc., il faut vraiment se trouver un petit peu de temps pour faire une activité physique. C'est ce qui permet aussi au fluide de circuler à l'intérieur de notre système, donc au sang de se relancer et à la respiration de fonctionner et à sortir aussi des toxines de manière naturelle en fait. Par la transpiration. Ouais, par la transpiration et les poumons. Donc vous faites évacuer justement ces perturbateurs endocriniens, toutes ces choses que nous mangeons, respirons sans le vouloir, qui ne sont pas de qualité bien sûr, et qui peuvent être en cause dans l'infertilité. Vous avez entendu, les filles, c'est super important. Voilà, on retrouve des pesticides qui sont évacués dans la transpiration, ou je me trompe ? Il faut transpirer pour évacuer
Ça, je vous ai déjà entendu le dire, professeur, non? Ou peut-être Ah oui, tout à fait. Oui, la transpiration. on peut les doser dans la transpiration. Hein. On peut les doser dans la transpiration, ça a été démontré. Même si ça ne se fait pas en pratique courante, on peut les doser dans les urines. Donc là, comme le dit très bien Johanna, il faut travailler sur un ensemble de choses. Bien s'hydrater, aller travailler sur un travail de détoxication suffisamment à l'avance. Il y a un aspect de la détoxication qui est moins connu, dont on avait parlé avec le professeur Gilles-Éric Serralini, notamment concernant les différents perturbateurs endocriniens issus de l'agrochimie, c'est le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est un peu l'un des grands perdants de l'alimentation moderne, des abus d'antibiotiques. Vous entendez bien les filles. Hein. Là, c'est pas moi, c'est des professionnels qui parlent, hein, pour une fois. Antibiotiques préventifs. Donc, la qualité de l'alimentation qu'on doit choisir est vraiment pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose de très très important. Le microbiote, donc les probiotiques. Et cultiver son microbiote, c'est avoir recours non seulement à des fruits et des légumes biologiques, du cru, pas du trop cuit quand on fait cuire, garder la peau des fruits et des légumes, et pour cette raison-là, il vaut mieux prendre du bio, mais chercher à prendre des choses qui sont issues plutôt de biodynamie ou cueillies directement sur l'arbre. Ça va être particulièrement intéressant parce que justement, ce qu'a démontré le professeur Gilles-Éric Serralini, c'est que les bactéries et certains micro-champignons qui ne sont pas invasifs, qui ne vont pas impacter négativement notre microbiote, ça vous plaît ou pas, les filles? Ça vous intéresse? Ils sont capables d'exprimer des enzymes qu'on appelle les cytochromes P450 qui détoxifient, donc qui neutralisent en fait les substances dont on parle, perturbateurs endocriniens divers et variés. Si vous avez des questions, parce que c'est un webinaire, a beaucoup plus de mal à le faire en fait, parce qu'il n'est pas aussi bien équipé. Donc travailler sur notre microbiote par une alimentation très riche en végétaux. Si vous voulez que je pose des questions, parce que c'est un webinaire en ligne, et en fait on est en direct. Si vous avez des questions sur le SOPK, les filles, n'hésitez pas, comme ça je l'écris et je la poste. Donc si j'ai bien compris, c'est un webinaire sur l'infertilité. Ce qu'il y a sur le fruit, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ces bactéries, ces champignons qui, en fait, quand on les ingère, ont le pouvoir de capturer, de détoxifier des perturbateurs endocriniens auxquels on aurait pu être exposé. Tout à fait. Déjà, si c'est possible d'éviter de trop en absorber, c'est une bonne chose. Donc, à minima, quand on n'a pas accès à des fruits et légumes de super qualité, la méthode la plus éprouvée pour les nettoyer, c'est brosser, rincer, faire tremper un quart d'heure dans de l'eau avec du bicarbonate et ensuite re-rincer. Mais quand on a un fruit qui est simplement traité à l'eau de pluie, si j'ose dire, on a juste besoin de le rincer pour enlever éventuellement pour que vous un petit peu de terre, mais vous... il y a toujours des petites moisissures qui sont présentes dessus. Un fruit, naturellement, c'est donc là, le webinaire, il y a une naturopathe, il y a des irrégularités, un nutritionniste et un cancérologue. D'accord. De la nature qu'ils font, mais il y a toujours naturopathe spécialisé dans la problème de fertilité, mais dans la naturopathie. Dans un sens positif, notre microbiote, de participer à constituer et entretenir notre mycobiote. Et ces micro-champignons sont capables de produire des enzymes qui vont détoxifier effectivement ces produits. Oui, tout à fait. Et le professeur Gilles-Éric Serralini, professeur, c'est quoi déjà? Il est biologiste, c'est ça? Oui, c'est un biologiste qui a beaucoup travaillé, surtout lui, sur les aspects de l'alimentation génétiquement modifiée. Et il reviendra d'ailleurs vers nous, un de ces quatre, pour faire un webinaire, mais il s'est rendu compte que ces aliments génétiquement modifiés, que parfois on nous cache, avaient des impacts négatifs sur la santé, sur le foie, sur les reins, sur le cerveau, etc. Je reviens, Jean, à la question, je voulais la précision. Les cytochromes P450 sont fabriqués par le foie et jouent un rôle dans les détoxications. Mais j'avais l'impression que tu disais, et je ne sais pas, je te demande une précision, est-ce qu'il y a des cytochromes P450 qui peuvent être fabriqués par la flore intestinale en équilibre? Alors, les cytochromes P450 sont des enzymes qu'on trouve beaucoup dans le foie, mais pas seulement. On en trouve certains dans le cerveau, certains dans l'intestin. Donc, ils sont présents à différents endroits. Il y a encore d'autres tissus qu'on pourrait citer qui sont capables d'en produire. Donc, c'est une catégorie d'enzymes bien particulière qui a besoin notamment d'oligo-éléments comme le fer, le zinc, etc., le cuivre, pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, qui ne fonctionne pas correctement si notre alimentation est
pauvre en nutriments. Donc déjà, pour faire fonctionner les systèmes de détoxication, avoir une alimentation riche en micronutriments, c'est la base. Et là, je souscris totalement à ce que nous disait Johanna. Voilà, commencer par mettre des produits non raffinés, voilà, pas cuire trop longtemps, mettre des légumes, toujours à la base des végétaux, légumes, fruits, tout ça, bien évidemment. Et donc, ces cytochromes P450, il y a beaucoup de bactéries ou de champignons qui sont capables effectivement de les synthétiser, d'en produire, parce que ça fait partie de leur métabolisme. C'est pas impossible d'ailleurs qu'au cours de l'évolution, il y ait des choses qui aient été intégrées dans nos cellules et qui viennent du milieu bactérien ou des moisissures. Hein. Alors moi, nous sommes au mois de... Oui. Allez-y, Lucie. Non, je voudrais juste pas qu'on oublie sur cette question, parce qu'on a un petit peu parlé des hormones chez la femme. Oui. Peut-être, alors moi je m'en sens pas capable, mais je veux bien peut-être que vous nous réexpliquiez le rôle des œstrogènes, de la progestérone. Merci, parce que c'est quand même un live sur le webinaire. Peut-être Jean sur la nutrition et ensuite Johanna sur la naturopathie, sur comment favoriser par une bonne nutrition sur la fertilité, ou des astuces de naturopathie, un bon climat hormonal, parce que on sait que par exemple si on a un déficit de progestérone, on aura un risque de fausse couche. Merci Lucie. Donc en fait, ça, mais là le live, le webinaire est commencé à partir en physiologie, professeur, peut-être si vous pouvez juste nous réexpliquer. Alors, je vais vous dire tout de suite que Johanna le fera encore mieux que moi, parce qu'elle le fait d'une façon imagée, en parlant des saisons. Je l'ai écouté là justement cet après-midi dans sa conférence, c'était remarquable. Et donc Johanna, voilà, donc nous sommes au mois de septembre, j'appartiens à un couple qui voudrait à Noël ou autour du 1er janvier concevoir, donc on a le temps de se préparer correctement. Alors expliquez-nous un peu comment ma femme elle fonctionne avec ses hormones, moi avec les miennes, et on vous écoute. Ok. Donc effectivement, en tant que femme, ce qu'on peut faire, c'est apporter en fait des similitudes entre le cycle de la femme et donc les saisons qu'on connaît. Donc en fait, on assimilerait donc à la phase qui est œstrogénique en fait à l'automne. Alors, à chaque fois, il faut que je réfléchisse un petit peu pour ne pas m'emmêler les pinceaux. Oui, oui. Donc, alors, je me concentre. Donc, la phase qui est œstrogénique, c'est celle qui est avant donc le fameux pic qui est lié à l'ovulation. Donc, la phase qui est œstrogénique, c'est celle qui est liée au printemps, où vraiment on a de l'énergie vitale, on a beaucoup de joie, on est très très enthousiaste, on fait plein d'actions, on avance vite, on réfléchit vite, on est motivé à faire plein de choses. Et ça, c'est en fait les œstrogènes qui stimulent en fait la dopamine et qui fait qu'on ressent toutes ces énergies qui nous font du bien. Et la libido qui va augmenter alors. Exactement. Et petit à petit, donc on arrive à l'ovulation. Donc, il faut garder en tête que ce n'est pas des transitions qui passent d'un jour à l'autre, mais c'est très évolutif. Une femme est un peu comme une vague, c'est très évolutif, ça va, ça grimpe doucement, ça baisse doucement, etc. Donc ensuite on passe à l'ovulation qu'on associe à l'été. Je suis d'accord avec toi. Donc la période de l'été, c'est vraiment la période où on va se sentir belle, confiance en soi. Je suis déçue, c'est un live, je sais pas, c'est un webinaire sur la fertilité. Allez-y, donnez-moi des infos. Bien, on va avoir une envie de s'habiller sexy aussi, ce qui fait qu'on attire aussi l'homme à ce moment-là. Donc là, je parle de la partie donc reptilien qui est en nous, en fait le cerveau qui est reptilien, donc intuitive, cerveau émotionnel, oui. Ouais, vraiment le reptilien qui est lié en fait au mammifère qu'on est en tant qu'homme, si je peux me permettre. Enfin, homme avec un grand H cette fois. Oui.
Voilà. Parler de l'ovulation, de la fertilité, de la LH, la FSH, l'été, on se sent bien, voilà, etc. de la glaire On cervicale. est beaucoup plus excité aussi par l'homme. Oui, Donc, on est plus c'est excité pour ça pendant qu'à la ce période moment-là, d'ovulation. en général, on a beaucoup Oui. plus de rapports. Oui, plus de rapports, oui. C'est vraiment en fait la partie animale qui est en nous. Oui. Ensuite, donc on entre dans la partie de la progestérone, hein, où elle augmente au fur et à mesure. Et donc les oestrogènes qui diminuent. Et à ce moment-là, on entre dans l'automne. Donc l'automne, c'est la saison où on a plus envie de se coucouner, donc on se renferme un petit peu. On rentre en fait plus à l'intérieur nous-mêmes. Les questions, c'est dans un autre live, hein, les gars. Là, on parle vraiment du webinaire. Si vous avez des questions, vous voulez que je pose, je vais poser, mais là... Donc, Ying Yang, je répondrai à ta question dans un autre live ou écris-moi en privé. L'inverse, on veut être de plus en plus là, on commente le webinaire. On prépare le mais là, c'est ça. Voilà. J'ai payé, j'attendais ce webinaire, mais... On peut dire ça comme ça. Et en même temps, la partie nutrition a été très importante. On a moins d'entrain, on fait les choses moins vite. Pour arriver aux menstruations qui est associée à l'hiver. Et là, vraiment, on a cette envie. Moi, je ne veux pas savoir ce dont j'ai envie. De rester en son Parle-moi de ma fertilité. Une tisane, hein, c'est souvent comme ça que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la booster? L'alimentation, d'accord. Quoi d'autre? On n'a pas envie d'aller vers les gens. Oui, pendant les menstrues, on ne se sent pas bien, on a envie d'être chez soi et manger des gâteaux sous un plaid. C'est là. Ça, on sait. En général, qu'on encourage les personnes qui aiment bien se mettre en méditation, etc., à vraiment le faire à ce moment-là, parce que c'est beaucoup plus facile, parce qu'on est vraiment en fait en introspection qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça veut dire que quand... Allez-y Lucie, allez-y. Oui, alors en fait là on n'a pas vraiment abordé le côté physiologique, c'est-à-dire de dire en fait qu'est-ce que c'est les oestrogènes, qu'est-ce que c'est la progestérone, voilà quels sont les rôles spécifiques de ces hormones. C'est peut-être important quand même de le dire, notamment pour celles qui découvrent qu'un déficit en progestérone, et on peut très bien ne pas s'en douter qu'on a un déficit en progestérone, eh bien augmente les risques de fausses couches. Voilà, c'est peut-être en physiologie vraiment, professeur, peut-être que c'est vous qui êtes... Nos ovaires, les ovaires de la femme fabriquent ces deux hormones d'une manière régulière sur un mois. Il faut voir ça sur un mois. C'est pour ça qu'on parle du cycle mensuel. Je préfère dire ça, même si c'est un cycle de moins de 30 jours, que le cycle menstruel, parce que menstru, je trouve que c'est pas un joli mot. Ça se traduit en réalité par le sang des règles. Alors, il faut bien comprendre que quand vous arrivez à la puberté, d'abord, vos deux ovaires, vont fabriquer ces trois estrogènes, E1, E2 et E3. Déjà, le premier a été fabriqué par le placenta chez la future petite fille. Donc, vous voyez, il y a déjà une fabrication qui se fait pendant la vie intra-utérine. Ensuite, il va y avoir la formation du deuxième estrogène, E2, qui va se préparer, qui va aider à la construction des glandes mammaires. Voilà. Donc ça, les seins sont dépendants de la sécrétion par les ovaires des estrogènes. Et puis, quand la petite fille va devenir jeune fille, les ovaires vont se mettre à fabriquer la deuxième hormone, c'est-à-dire la progestérone. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pendant d'abord à peu près la moitié de ce premier mois, les 15 premiers jours, c'est les estrogènes qui montent, puis qui vont baisser pour laisser la place à la sécrétion de la progestérone. En laissant la place à la sécrétion de la progestérone, là, entre les deux, autour du 14e jour, il y a l'ovulation. Ça veut dire que le corps féminin s'est préparé physiquement, d'abord avec une belle énergie, à cette ovulation qu'elle a appelée printemps puis été, Johanna a appelé printemps puis été. Donc l'ovulation est là, et quand l'ovulation a permis au spermatozoïde de se retrouver, c'est-à-dire que le spermatozoïde est venu se marier, c'est le cas de dire, avec l'ovule,
à ce moment-là, nous sommes dans la procréation qui se passe dans la trompe de la femme. C'est-à-dire, quand on dit qu'elle se passe dans l'utérus, sur le plan de l'anatomie, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que l'utérus, vous le savez, il y a une trompe de chaque côté. Et qu'est-ce qui se passe au moment de l'ovulation ? Au niveau de ce qu'on appelle le pavillon de la trompe. J'aime beaucoup le mot pavillon, c'est un peu comme le pavillon de l'oreille. Parce qu'il ressemble, ce pavillon de la trompe, un petit peu à l'oreille avec un trou au milieu, qui fait que l'ovule va passer par le petit trou de ce pavillon de la trompe pour avancer tranquillement dans la trompe. Il est au premier tiers, au premier quart de la trompe, et voilà qu'arrive un spermatozoïde. Le spermatozoïde va pénétrer cet ovule, et là, nous sommes au premier jour de la vie. Nous avons tous été conçus dans la trompe de notre maman. À partir du moment où nous sommes conçus dans la trompe de maman, nous avons un premier voyage à faire qui dure à peu près une semaine. Courte semaine ou longue semaine, peu importe. Qu'est-ce que c'est ce voyage ? Eh bien, dans la trompe, il y a une musculature très fine, mais très efficace, qui va pousser l'œuf humain, qui a J1, premier jour, J2, deuxième jour, etc., qui va le pousser vers le 7e jour, vers l'intérieur de l'utérus, où là, le berceau attend. Le nid va se faire. C'est ce qu'on appelle la nidation. À partir du moment où il y a la nidation au fond du corps de l'utérus, puisque l'utérus, il a un corps, une forme de corps sous forme d'une poire, mais qui est avec une cavité pour que le petit embryon puisse se développer, eh bien, à partir du moment où l'œuf humain, autour du 7e jour, arrive dans le corps de l'utérus, il y a la nidation. Il va s'accrocher. Et s'accrochant là, il va lui-même, attention, fabriquer le placenta. Le placenta est fabriqué par l'embryon. Certes, dans le corps de la maman, bien sûr qu'elle joue un rôle puisqu'elle l'accueille, mais c'est l'embryon lui-même qui fait tout ce travail de fabrication du placenta. Et je rappelle que le sang de l'embryon, du futur enfant, n'est pas le sang de sa mère. Ce n'est pas du tout le même sang. Certes, le sang de la maman arrive vers le placenta, mais il y a une barrière qui fait que vont passer des molécules essentielles à la nutrition, à la croissance de cet embryon, qui est embryon jusqu'à 2 mois et qui va devenir fœtus à partir du 3e mois. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sang de la maman laisse passer, si vous voulez, à la membrane du placenta, comme si un filtre, elle laisse passer les bonnes molécules de sucre, de vitamines, d'oligo-éléments, de graisses, de cellules immunitaires pour le protéger, mais le sang de la maman reste chez la maman, fait le grand tour, va revenir, mais ce n'est pas le sang du bébé. Le bébé, lui, fabrique son propre sang, qui est issu d'une génétique, si vous voulez, papa-maman. Ça ne veut pas dire qu'il a le sang de son papa, non, il a son sang à lui, qui est totalement, je dirais, le sien, qui n'est ni celui de son père, ni celui de sa mère. Sauf que le groupe sanguin, il y a le groupe AB0 et il y a le groupe Rhésus. Si papa et maman sont Rhésus négatifs, bébé sera Rhésus négatif. Si papa et maman sont l'un Rhésus négatif et l'autre Rhésus positif, l'enfant sera Rhésus positif. Et si évidemment papa et maman sont Rhésus positifs, bébé sera Rhésus positif. Alors, il faut bien comprendre que ensuite, cette progestérone, elle est formidable parce qu'elle va être là présente pendant le temps de la grossesse, fabriquée à la fois par l'ovaire, granulosa au départ, et puis fabriquée par le placenta, qui va maintenir le taux de progestérone qui va monter pendant tout le temps de la grossesse, c'est-à-dire pendant les 9 mois. Voilà à peu près. Est-ce que Lucie, j'ai été à peu près clair, ou Jean, peut-être il y a des choses à ajouter? Oui, Jean, peut-être si tu veux nous dire un peu plus sur est-ce que la nutrition peut aider sur soit la phase œstrogénique, soit sur la progestérone, parce qu'on peut avoir des personnes qui ont dit, bah voilà, vous avez un déficit que ce soit clair, de telle ou telle hormone. Il y a plusieurs choses que la nutrition peut faire qui ne sont pas forcément si simples à distinguer, mais la première chose qu'on voit beaucoup,
en consultation, c'est les syndromes prémenstruels qui montrent qu'il y a un défaut, notamment dans la façon dont les estrogènes sont détoxifiés. Donc dans ces cas-là, on va avoir des terrains qui sont facilement avec un transit un peu lent, qui ont facilement de l'acné, qui ont tendance à avoir des nausées, des écœurements dans la phase prémenstruelle, avec donc ces poussées d'acné prémenstruelles qui sont assez caractéristiques, des règles inflammatoires douloureuses avec une labilité émotionnelle assez nette, de la rétention d'eau, des règles inflammatoires qui vont aussi durer longtemps avec des pertes importantes, facilement anémiées aussi. Donc ce genre de terrain-là, sur Instagram. Il faut travailler sur le foie, donc faire une détoxication assez appuyée sur au moins 3 mois. Depuis le matin, je t'ai vu en ligne, c'est faux. C'est faux. Je n'ai pas fait de live toute la journée. Ok. J'en ai fait un cet après-midi. Si, j'en ai fait un cet après-midi. Un déficit. J'en ai fait un midi. J'en ai fait un midi, oui. Des hormones stéroïdes. Mais pas toute la journée, n'abuse pas. Alors, est-ce que c'est un manque de cholestérol? S'il y a un manque de cholestérol, ça peut être visible sur l'analyse. Là, on écoute un webinaire sur la fertilité. Je vais essayer de poser une question, on va voir. Ça peut être parce que là, c'est pas très clair. En vitamine D qui fait surconsommer votre cholestérol par ailleurs. Carence en vitamine D. Il y a une carence en oligo-éléments. Il ne faut surtout pas oublier les oligo-éléments. On en parle très peu en diététique classique. Carence en vitamine D a un impact sur le cholestérol. Pour tous les niveaux, pour toutes les hormones, pour toutes les cellules, pour toutes les enzymes. Et là, en l'occurrence, dès qu'on parle des stéroïdes, il y a des oligo-éléments qui peuvent facilement être déficitaires, comme notamment le zinc. Le point commun entre les stéroïdes et le zinc, c'est qu'ils travaillent dans le noyau des cellules au niveau de l'expression des gènes. Et les carences en zinc, aujourd'hui, sont assez fréquentes. On en parle peu. On ne peut pas les doser au niveau sanguin parce que ce n'est pas très parlant, puisque le zinc travaille au cœur des cellules, dans les noyaux. Donc on peut même difficilement avoir un dosage en regardant dans les globules rouges. Donc ce n'est pas très parlant. Et très souvent, on est carencé en zinc parce qu'on ne mange pas assez de végétaux, paradoxalement. Les huîtres, c'est bon. Dans les produits animaux. Alors les fruits de mer. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les fruits de mer, c'est que tous, d'une façon ou d'une autre, les coques, les fruits de mer, les huîtres, les moules, les palourdes, etc., ils baignent dans un liquide qui est très riche en oligo-éléments. Donc manger des produits issus de la mer, plus souvent, c'est quelque chose qu'on conseille parce que ça permet d'améliorer les apports en oligo-éléments sans forcément aller supplémenter, parce que si on peut éviter de supplémenter, c'est intéressant aussi pour le budget des patients qui sont parfois un peu contenus. Il faut avoir conscience que l'équilibre hormonal peut être fortement impacté par une alimentation qui est plus complète. J'ai recours assez fréquemment à des supplémentations assez limitées, mais j'utilise toujours un multivitamine assez complet qui contient du fer, du zinc, la totalité des vitamines, en plus du changement alimentaire, parce que parfois on a besoin de gagner du temps. Et c'est assez étonnant de voir qu'en général, c'est surtout sur la femme que ça a plus d'effet. L'homme semble être plus résilient, probablement parce que ça contribution est plus modeste en fait. La femme va devoir non seulement produire l'ovule, l'amener à maturation, etc., mais accueillir la fécondation, permettre la nidation. Donc le nombre de limitantes sont beaucoup plus importantes chez la femme. C'est pour ça que travailler sur l'équilibre nutritionnel va être particulièrement important. Après, l'ovulation est régulée aussi en bonne partie par le pic de LH, l'hormone lutéinisante, qui va participer. Est-ce possible d'avoir le lien du webinaire? Non, c'est un webinaire qui est payant, que j'ai payé, qui est en ligne, en direct. Donc, malheureusement, je ne peux pas t'envoyer de lien. Le LH peut être exagérément élevé quand on est dans un état qu'on appelle l'hyperinsulinisme, ce qui est typique des surpoids importants, de l'obésité. Il y a beaucoup d'infertilité dans l'obésité parce qu'il y a un taux d'insuline trop élevé. Pourquoi? Parce qu'on mange trop d'aliments glucidiques, trop de féculents, trop de sucreries, etc. et pas suffisamment de fibres. Et donc pas suffisamment de fruits, légumes, de produits complets, tout simplement, et que donc on n'a pas un équilibre d'activité physique qui fait baisser notre taux d'insuline, c'est-à-dire bouger, faire du renforcement musculaire, faire de la gymnastique, du vélo, de la randonnée, peu importe, mais on a tendance à être beaucoup dans cette sédentarité
doublé d'une alimentation qui fait grimper nos taux d'insuline et qui va perturber le système de régulation hypothalamus, hypophyse et ensuite les ovaires. Donc c'est assez désastreux ce type de modèle alimentaire pour l'équilibre hormonal. C'est-à-dire que quand il y a trop de LH, ça veut dire que la LH au niveau hypophysaire essaye de stimuler l'ovaire pour faire de la progestérone et que l'ovaire, il n'en fait pas. Les cellules granulosaires ne fonctionnent pas. Donc ça, on peut le voir dans les SPOC, le syndrome d'ovaire polykystique. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle un contrôle rétroactif. C'est-à-dire que quand la stimuline là-haut stimule l'ovaire, eh bien, quand l'ovaire fait le boulot, la stimuline s'arrête. Mais si l'ovaire ne fait pas le travail en bas, la stimuline, elle force. Elle veut dire à l'ovaire, mais fais ton travail, fais ton travail. Alors, on a une LH qui est élevée et on a pourtant une progestérone basse. Et ça signifie qu'il peut y avoir de l'émotionnel. Et là, je reviens vers Johanna. Comment aider le couple, homme comme femme, dans la gestion du système émotionnel pour les calmer et faire... S'il te plaît, Johanna, parle du passiflore, parle du safran, parle du... La conception d'un enfant doit se faire... Parle du gâtillier, parle des plantes. C'est une question large. Par où commencer? Déjà, je pense qu'il est important de préciser que dans un couple, ce qui est important, c'est communiquer. Donc déjà, pour diminuer, pour baisser en fait les tensions qu'il pourrait y avoir et le stress qu'il pourrait y avoir donc entre les partenaires déjà. Qui est une source de stress qui est très intense, qu'il est important, il est important de ne pas minimiser parce qu'il y a beaucoup de couples sous tension en fait. Sinon, si le stress vient plutôt de la partie professionnelle, ce qui est important, c'est de trouver en fait un équilibre entre le pro et perso. D'accord. Donc de s'aménager des plages horaires. En fait, ensemble, on va chercher vraiment en fait, des solutions concrètes pour voir comment on peut trouver un équilibre. Ensuite, il y a toute la partie peur et trauma aussi qui est à gérer, qui peut ramener un stress intériorisé au papa, maman en fait. Donc on a des mamans qui n'arrivent pas en fait à tomber enceinte due en fait à des peurs qu'elle aurait, donc qui se bloque mais qui n'en a pas conscience, mais en fait elle bloque son corps parce qu'elle a une énorme peur de l'accouchement ou une énorme peur de perdre sa liberté ou etc. Et l'homme a des peurs. Donc, qui sont à traiter. Et comment si c'est vraiment des peurs. C'est quoi les astuces pour les peurs? Une naissance éventuelle. EMDR, massage et ensuite, ostéopathique, gynécologique. Il peut y avoir aussi tous les traumas. Qu'il y a pu avoir dans la vie de la femme ou de l'homme, des viols, des agressions, etc. Ça, je suis d'accord. Et qui sont à traiter pour arriver aussi à débloquer en fait le processus de l'enfantement. Alors en consultation, Johanna, vous voyez le couple d'abord et puis vous voyez séparément ou vous voyez d'abord séparément et puis le couple après? Comment ça se passe? Je vois le couple d'abord ensemble et ensuite je choisis de voir l'un et l'autre. Donc en général, c'est moi qui vais sentir s'il faut que je commence plus par l'homme ou la femme. Mais je préfère en fait vraiment les voir en individuel quand même, parce qu'on apprend des choses qui ne sont pas dites en fait en couple. Donc c'est important. J'aimerais bien qu'on parle de techniques. D'avoir vraiment les trois phases. C'est quoi les techniques du coup pour se détendre? C'est quoi les techniques? Qu'est-ce que tu... vraiment en fait à trouver donc à la source en fait de la problématique. Parce que parfois en fait on a des problématiques qui s'expriment vraiment en fait hormonalement parlant, donc un trouble en oestrogène
ou autres. Et c'est des troubles qui sont issus de l'émotionnel, en fait. Hein. Comment on gère ça? Quelles sont tes astuces? Si on respecte bien ces 4 saisons, et bien sûr, tout ce qui est alimentation, ce qui est activité physique, etc., je ne reviens pas dessus, mais ce que j'ai dit au début, en fait, on trouve un équilibre global et on débloque les troubles qui pourraient bloquer. Au fond, vous décoincez, vous cherchez un peu ce qui bloque. Et je vais écrire un commentaire en mode concrètement, quelles sont les astuces. Voilà. Et j'imagine avec beaucoup de délicatesse, parce que s'il y a des blessures, parfois c'est pas évident de les dire devant l'autre. Et c'est plus facile quand on est peut-être en consultation isolée, comme vous dites, quoi. Voilà. En fait, en consultation isolée, il y a des choses qui sont dites qui ne seront pas dites en consultation de couple. Et en fait, pour moi, c'est des informations qui sont importantes. Bien sûr. Alors, donc peut-être, Jean, il va y avoir des questions de précision sur la nutrition. Et simplement, je voulais aussi, peut-être, on n'a pas abordé le problème de la glaire cervicale. Merci. En fait, avoir une bonne glaire, ça permet aussi de nourrir les spermatozoïdes. Merci. En fait, s'il n'y a pas de glaire, on est infertile parce que les spermatozoïdes n'auront pas les nutriments. Ma question, elle a été lue. Et aller féconder l'ovule. Donc c'est très important aussi d'avoir une bonne glaire. Et ça, Jean, est-ce qu'on a des astuces en nutrition là-dessus? Dieu merci. Jean, s'il te plaît. J'en ai aucune de ce point de vue-là. Maintenant, si je reste logique sur la capacité des tissus à faire leur boulot, je vais toujours aller raisonner sur les vitamines du groupe B, les oligo-éléments, et puis ensuite un sujet dont on ne parle pas trop sous nos latitudes parce que c'est pas si fréquent, c'est avoir une nutrition protéique adaptée. Sous nos latitudes, on a plutôt tendance à pêcher par excès de nutrition et accessoirement par excès de protéines. Encore que le véganisme que je qualifierais de véganisme de supermarché, c'est-à-dire des personnes qui se mettent à devenir véganes, en allant acheter des produits uniquement vegan-friendly, mais sans s'informer. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas si simple. S'il te plaît, Lucie, ressente le débat. Végétal. Parlons de la glaire cervicale. C'est un webinaire sur la fertilité. Je t'en supplie. Parlons de la glaire cervicale. On rencontre de plus en plus de personnes qui se mettent au véganisme. J'aimerais juste qu'il dise il faut qu'elle boive plus, faut boire plus d'eau. J'aimerais qu'il dise, je sais pas, l'huile d'onagre. Au moins parler concrètement de choses. De façon manifeste tout de suite. Bien s'hydrater avant la période d'ovulation. Je sais pas. Fonctionner, c'est la capacité à produire les fluides protecteurs, notamment ces glycoprotéines, ces mucopolysaccharides qui constituent les différentes sécrétions gynécologiques, digestives, etc., qui ont pour rôle de permettre d'entretenir et de faire fonctionner ces différents tissus. Donc, voilà, une déshydratation, par exemple, pour un problème, etc. Donc, l'idée d'être attentif peut-être à éviter une dénutrition protéique en évitant d'avoir une alimentation trop riche en produits ultra transformés. D'accord. Et d'avoir une alimentation manger des légumes, manger des fruits, d'accord. Mais concrètement, ma glaire, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être intéressant. Le shatavari, l'huile d'onagre, l'eau, les électrolytes. Oui. Je voudrais ajouter des points importants. La myo-inositol. La glaire, elle est fabriquée par le col de l'utérus. Mais attention, le col de l'utérus, il a 2 parties. Il a une partie externe et une partie interne. La partie interne, on peut dire, elle appartient au corps de l'utérus. Elle est très hormonodépendante, en particulier de la progestérone. La partie externe, elle est beaucoup plus dépendante de la montée des estrogènes, de la rupture des estrogènes et du redémarrage avec la progestérone. Et le col de l'utérus, il est capable de fabriquer cette glaire. Alors cette glaire, quand on parle de glaire, il faut imaginer la glaire de l'œuf. Dans un œuf, quand vous le cassez, pour le mettre au plat, vous avez le jaune et puis vous avez la glaire. Bien. Et cette glaire, et au niveau du col de l'utérus, pendant que se prépare ce col pour qu'il y ait ovulation, 2 choses se passent. D'une part,
le col se ramollit. Il est d'abord, au départ, relativement dur, ferme, si vous voulez. C'est pas dur comme du bois, c'est une fermeté, je dirais, comme serait la partie dure de mon nez. Et puis, il va devenir plus souple comme serait l'extrémité de mon nez. Et quand il va devenir plus souple, il se prépare et il a commencé déjà à libérer cette glaire. Elle est d'abord un petit peu aqueuse. Et puis, là, je vais demander à Johanna de bien le préciser parce qu'elle a parfaitement précisé dans la conférence, elle va venir filante et puis à un moment, elle n'est plus filante, elle va bouchonner, elle va s'épaissir, elle va fermer le col de l'utérus. C'est-à-dire qu'il y a un bouchon muqueux et les spermatozoïdes, ils ne passeront pas le bouchon muqueux. Les spermatozoïdes, ils passent. Soyez gentils, il y a la glaire qui est transparente, filante. Je passe la parole à Johanna pour qu'on nous explique Johanna, s'il te plaît, comment repérer la glaire cervicale comme ça, naturellement. Alors, en fait, on a effectivement donc une glaire. Enfin, en fait, on a une glaire. Vraiment, en fait, elle évolue avec le cycle. Donc, au départ, on peut en fait avoir très peu de traces si on touche donc au niveau de notre col avec nos doigts et qu'on les ressort. Voilà, donc une partie de cycle, on n'aura pratiquement rien, ils seront juste un peu mouillés. Puis ensuite, le cycle avance et on a une glaire qui est plus épaisse, qui est très pâteuse. Et si on fait comme ça, en fait, elle reste collée au doigt. En fait, au bout. À chaque doigt, index et pouce, voilà. Oui, voilà. En fait, on a un morceau de glaire là, un morceau de glaire là, puis elle est très blanchâtre. Ce ne sont pas des pertes blanches, ça c'est la glaire. Voilà, donc on mélange. J'espère qu'elle va expliquer à partir de quel moment on peut avoir des rapports. Quand on a la glaire, est-ce que c'est là où on doit avoir les rapports, ou on doit avoir les rapports juste avant, ou on doit avoir les rapports avant, pendant la glaire? J'aimerais qu'on parle de ça, quoi. Une glaire qui devient transparente. Effectivement, c'est assez proche d'un blanc d'œuf. Donc, on en retrouve aux toilettes. Si on va aux toilettes, on s'essuie. Oui, si on va aux toilettes, on s'essuie. Il y aura de la glaire sur le papier toilette. Une glaire qui est transparente. Après avoir forcé en urinant, par exemple. Oui, voilà. En urinant ou peu importe. Parfois, alors elle se trouve même au fond notre slip, en fait. On en voit et il en reste un peu. Les filles, abonnez-vous sur mon compte YouTube Raïssa Dora. Je vais mettre leur rediffusion. D'accord? Pour les filles qui n'ont pas suivi, je suis en train de regarder un webinaire sur la fertilité. Je mettrai la rediffusion de webinaire que je suis en train de regarder si j'arrive. Donc n'hésitez pas, donc YouTube Raïssa Dora. Et j'essaierai de remettre cette vidéo. Si on fait comme ça, en fait, avec nos deux doigts. Mais on a compris. Alors elle reste... alors en fait, elle s'étire. Voilà. C'est vrai qu'en général, je montre avec des images. Là, il faut que je trouve les bons mots. Voilà. L'idée, c'est qu'elle s'étire. Donc, elle reste collée en fait au doigt en s'étirant. Donc, un peu comme un blanc d'œuf. Je répète, mais... et c'est un signe de fertilité. Et ensuite, c'est reparti. On en a de moins en moins et ça recommence. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui. Super. Oui, je crois que vous avez posé la question. Donc, à quand quel elle est moment filante et qu'elle va entre les deux doigts, avoir les si rapports. vous voulez avoir un bébé, on vous souhaite tous nos voeux pour une union intime formidable. Voilà. Oui. On voit bien effectivement l'évolution de la glaire. Donc effectivement, comme le disait Johanna, on n'est pas obligé en fait d'avoir un toucher aussi intime. La méthode de fertility care et la méthode Billings, etc. On va pas forcément aller toucher le col. Moi, je l'ai jamais fait, par exemple. On est vraiment plutôt sur de l'observation avant et après chaque passage aux toilettes. On va s'essuyer avec un papier blanc, c'est important. Donc d'avant en arrière, et on va regarder s'il y a de la glaire, et s'il y a de la glaire, on va tester effectivement sa couleur et son élasticité. C'est comme ça qu'on fait.
Donc, Mais à quel moment avoir les peut-être, rapports là, l'heure avance et on a quand même pas mal de questions, Oui, notamment on va aux des questions questions, plutôt d'ordre Lucie. Vous avez physiologique. tout à l'heure. Simplement, je voudrais peut-être, Jean, si tu peux commencer à y réfléchir, je sais pas si tu veux le dire maintenant, mais que tu puisses nous dire une sorte de menu type, voilà, parce que je pense qu'on n'a peut-être pas assez donné les aliments. On a donné la physiologie, les éléments des vitamines, le zinc, les nutriments, etc. Mais on n'a pas assez donné, je pense. Grâce à tes conseils, j'ai eu mes règles aujourd'hui qui étaient absentes depuis 1 an. Voilà, l'œuf à la coque le matin, très important. Félicitations Nika, je suis trop contente pour toi. Merci beaucoup pour ton retour. Du coup, tu as utilisé, qu'est-ce que tu as utilisé comme produit pour avoir tes règles? Je vais essayer plutôt de fonctionner sur une checklist. T'as pris quoi? Oui, il est en train de parler, mais du coup, je préfère parler avec mes abonnés, du coup, parce qu'en ce moment, c'est pas très... Alors, donc dans les questions, professeur... je suis trop contente pour toi. 1 an d'aménorrhée, t'as réussi à avoir tes règles? Qu'est-ce que t'as pris? C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui demandent... Ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir un varicocèle, ça veut dire une espèce de petite varice sur la bourse, vous voyez, qui est à la racine de la bourse. On a l'impression que c'est sur le testicule est plus profond que la bourse, il est dans la bourse. Vous pouvez avoir un varicocèle. S'il est là de naissance, vous n'avez aucun souci à vous faire. Si ce varicocèle est... Raïssa, franchement, le webinaire là, tu nous enseignes mieux, maman, tu peux couper. Non, franchement, quand le professeur il parle, c'est super intéressant. Moi, j'adore ce professeur. Veineux du testicule. Mais c'est juste que c'est très théorique, enfin, c'est très physiologique, il n'y a pas de... rouge qui arrive dans le testicule et dans la peau des bourses, bien sûr. Et ce sang rouge, quand il a fait son travail d'oxygénation... D'où viennent tes rideaux? T'aimes bien mes rideaux? Il revient sous forme de sang bleu. Et il peut se Ils sont faits sur mesure. que des varices apparaissent chez un adulte, chez un homme adulte. À ce moment-là, ça n'a rien à voir avec la fécondité. Il faut voir un médecin urologue. On les avait achetés chez Ikea, je pensais que c'était la Redoute. Mais il faut tout on de même hésitait entre la Redoute et Ikea à un moment. Pourquoi Ikea. il y a un varicocèle qui arrive on les a achetés il y a longtemps. À un âge où on aurait pu l'avoir dès très l'enfance, occultant. c'était pas grave, mais le fait qu'il arrive à un âge plus ou moins avancé, ça impose des examens complémentaires, mais c'est pas le sujet de ce soir parce que le varicocèle ne vous empêchera pas d'avoir... J'aurais aimé, tu sais, qu'on parle à partir de quel moment? Effectivement, il y avait cette question de est-ce qu'il faut traiter les varicocèles? Est-ce que c'est une cause d'infertilité? Tu vois, j'aurais aimé qu'on parle, par exemple, de la glaire cervicale, comment est-ce qu'elle évolue, à quel âge est-ce que la femme est la plus fertile, dans le cadre d'un syndrome des ovaires polykystiques, quels sont les gestes, quels sont les... Tu vois, enfin... La résistance à l'insuline, ok, elle impacte, d'accord, mais l'AMH, grâce favorable, effectivement, la AMH, la prolactine. Concrètement, comment faire pour augmenter soit sa AMH, soit la baisser, la prolactine, comment la baisser, parce que du coup, on sait que c'est un facteur dans l'infertilité. Bon, après, je comprends qu'on ne peut pas parler de tout, mais il y a des trucs qu'on aurait pu zapper pour... Là, il y a une cause qui se situe parfois au niveau rénal, mais là, c'est un autre sujet. Merci. Alors, aussi, donc on avait d'autres questions sur le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à une femme qui a ce syndrome? Elle a lu ma question, ça va. Alors d'abord, ça veut dire que l'échographie par voie vaginale, par voie naturelle, a montré qu'il y avait beaucoup de kystes dans ses ovaires, des deux côtés. Et effectivement, très souvent, on retrouve chez cette femme le surpoids, l'obésité, un prédiabète, enfin des choses comme ça. Donc ça veut dire que là, il faut radicalement changer les habitudes alimentaires. Donc comme vous l'a dit Johanna, et là je passe la parole à Jean, quelle assiette il faut faire. C'est pas au McDo que vous allez résoudre le problème. Au contraire. À toi, Jean. Non, le principe fondamental est assez simple. Ta gynécologue, elle a un peu raison. C'est un peu comme si tu naissais, en fait, avec une réserve donnée, malheureusement. Après, tu peux juste, tu vois, t'aider sur les autres aspects, mais elle n'a pas complètement tort. Il est dépourvu d'intérêt. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en manger, mais mangez-en le moins souvent possible. Les aliments riches. Pardon ? Tout ce qui est raffiné. Il faut expliquer, par exemple, le blé blanc, c'est raffiné, enfin la farine blanche, la farine qui n'est pas complète. Voilà, c'est ça. Donc ce qui est raffiné, ça va être la farine blanche, donc le pain blanc, les pâtes blanches,
blanche, etc., le riz blanc, voilà, tout ça ce sont des produits raffinés. Là, je suis pas d'accord. On utilise beaucoup aussi dans les produits ultra transformés des choses plus raffinées, c'est-à-dire qu'on a utilisé du cracking. Donc on prend par exemple le blé, on va garder les protéines. Sur le riz, je suis pas du tout d'accord. Le riz blanc, pour moi, on va faire des mélanges avec des émulsifiants, des additifs alimentaires, etc. Les Asiatiques mangent du riz blanc tout le temps, tous les jours, à chaque repas. Ce sont les plus minces et ce sont ceux qui ont l'espérance de vie la plus longue de l'humanité. Donc, il faut vraiment bannir le plus possible. Les sodas, les édulcorants, à bannir absolument. Je préfère parler de ce qu'il faut introduire en fait, ou réintroduire, ou ce qui doit dominer. Donc, les aliments riches en nutriments, c'est les légumes. Johanna en a parlé tout à l'heure, et je le répète, par jour, il faudrait avoir un minimum de 5 portions de légumes. J'aime bien conseiller d'en avoir au moins 2 crudités et le reste cuit, mais peu cuit, croquant, coloré, voilà. Ensuite, les assaisonnements, très importants. On sous-estime dramatiquement l'importance des graisses dans la question de la fertilité. On a besoin de bonnes graisses, donc des oméga 3. On a besoin de vitamines liposolubles. On parle beaucoup de la vitamine E, mais A, D, E, K, les 4 sont intéressantes à plein de niveaux. Dans les œufs, l'huile de manger noix. du poisson 4 fois par semaine, 3-4 fois par semaine, ou éventuellement consommer de la volaille et des œufs issus du... Au vu du prix du poisson, je peux dire que... Les oméga 3, si on jamais n'en mange pas 4 fois par semaine. Les fruits de mer peuvent compter dans les portions de poisson. Ils ont aussi des intérêts supplémentaires. Et le poisson, évidemment, il y a toujours cette diatribe avec l'histoire du mercure. Mais il faut savoir que dans le poisson, notamment les poissons issus de la mer, donc on citera de préférence les petits poissons qui sont moins chargés en mercure. Vous avez les oméga 3 qui protègent la barrière hémato-encéphalique et qui limitent le passage du mercure au niveau du cerveau. Et vous avez le sélénium qui est l'antidote du mercure et qui va vous permettre, avec la protéine séléno-P, de le neutraliser. Donc, manger du poisson, c'est bénéfique pour la santé. Et il faut un minimum. Je mange le poisson tous les jours. Poisson, fruits de mer, voilà, un minimum de 2 fois par semaine pour avoir des bases 2 fois par semaine. Mais on a besoin de plus. Minimum. Ensuite, les oléagineux et les huiles riches en oméga 3, il en faut tous les jours. Moi, je conseille 1 à 2 poignées d'oléagineux minimum par jour, qu'on peut utiliser de plein de façons. Des noisettes, des amandes. Noix, noisettes, amandes, graines de tournesol, graines de courge, graines de lin, graines de chanvre, de chanvre décortiquées, etc. Tous les oléagineux sont intéressants. Les filles, les cacahuètes et les noix de cajou grillées salées, c'est pas les trucs les plus intéressants du monde, mais ils ont des intérêts nutritionnels, donc on va pas les jeter à la poubelle. Ils sont pas raffinés, il y a des trucs dedans. Tu parles des cacahuètes là? Oui, bien sûr. Cacahuètes, noix de cajou. Qui va arrêter de manger des cacahuètes ici? Qui genre ma sauce d'arachide, là, je vais arrêter de manger ça quand? Il y a des fibres. Jamais. Il y a relativement peu de glucides par rapport au maïs et autres cochonneries. Donc, voilà, il faut avoir des mélanges, des mix. C'est plus sympa. Ensuite, de fruits. Qui va laisser le mafé ici? Très important, les fruits. Alors, les fruits plutôt bio, entiers. Il faut consommer la peau, voilà, et on les nettoie, on les rince, on les brosse, etc. Et puis, il faut consommer des fruits, évidemment, qui sont de saison. Parce le que kaki, consommer le des bananes kiwi. toute l'année, moi, je compte pas ça comme des fruits. C'est pas des fruits en boîte, c'est pas des fruits au sirop, c'est le fruit entier. Là, en ce moment, c'est les pommes, les poires, les prunes, on commence à avoir des kakis. Voilà, donc... mandarines. Les figues. Ouais, alors c'est un peu tôt, on a les figues qui sont succulentes. Voilà. Donc, vous aimez les figues? Les filles aiment bien les c'est figues? très intéressant. Je vous ai parlé des œufs. Alors là, vous aimez bien les figues? figues? Un naturopathe ou micronutritionniste doit porter une attention particulière à la détoxication. On l'a bien fait, mais on a assez peu parlé, même si j'ai parlé un peu du microbiote. Mais oui, le microbiote, s'il vous plaît. Chez les naturopathes, l'intestin, très très important, l'intestin. Il y a parfois certaines formes, c'est rare, il y a parfois certaines formes d'infertilité ou d'infécondité qui peuvent être liées à une inflammation chronique intestinale. Sur fond d'hypersensibilité au gluten. Donc, si vous avez des doutes, faites un test de 15 jours en faisant 0 gluten pour voir si vous êtes mieux au niveau intestinal. Ça peut être intéressant. C'est assez rare que ce soit la seule question, mais l'intestin, il faut le bichonner, il faut en prendre soin parce que c'est la porte d'entrée des nutriments. C'est aussi un régulateur, entre guillemets, passif du métabolisme, c'est-à-dire que si vous apportez peu de fibres, vous forcez sur votre métabolisme, et si vous en apportez plus, vous économisez votre métabolisme, vous ralentissez l'absorption des glucides et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes à aller chercher. Donc, voilà, dans les grandes lignes, cette petite liste. Les bonnes huiles, t'as oublié.
Alors, les Gluten, bonnes huiles, j'en ai gluten. parlé très, très rapidement. Olive. Donc avec les oléagineux, mais il faut des huiles riches en oméga 3. Huile de colza, huile de cameline, huile de noix. L'huile de lin, je suis moyennement fan parce qu'elle est très fragile. Donc je préfère parler de l'huile de cameline ou de l'huile de chanvre éventuellement, qui sont très riches en oméga 3 et en antioxydants, ce que l'huile de lin a du mal à faire. Donc les huiles sont très importantes. Et quelle quantité? 4 cuillerées à soupe d'huile à oméga 3 par jour. Si vous avez la peau sèche, c'est qu'il vous en manque. Donc la peau, une belle peau qui a une belle élasticité, qui a une belle lumière, des cheveux qui ont aussi une belle couleur naturelle, en tout cas une belle texture, je dirais. C'est des signes que vos apports en minéraux et en oméga 3 sont corrects. Donc il faut observer ces choses-là, c'est vraiment très intéressant. Et le collagène, Le gluten, si on l'enlève, ça veut dire le pain, les pizzas, les pâtes, les viennoiseries, les biscuits, et le saucisson, et la bière. C'est tout ça qu'il faut enlever. Oui, et voilà, si on veut pousser le bouchon très très loin. Après, c'est une question de volume quand on n'est pas cœliaque. Là, il ne s'agit pas de maladie cœliaque qui est une maladie auto-immune. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Encore que sur la bière, moi je vais arrêter de manger le pain blanc. Limité parce qu'elle n'est pas favorable à un bon microbiome. Je limite la quantité, mais j'arrête pas. Mais l'important, c'est de limiter les aliments très riches en gluten. Donc pas de blanche, le pain blanc industriel terrible. Aller chercher plutôt des produits issus de céréales anciennes. C'est des aliments qui ne sont pas obligatoires, ce n'est pas une nécessité de consommer des céréales dans notre quotidien. C'est trop bon tout ce qui cite, je te jure. C'est compliqué de le faire si on s'y retrouve pas. Il vaut mieux aller voir un bon naturopathe, un bon micronutritionniste qui saura vous accompagner là-dessus, parce que des fois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Lucie. Je me permets, par rapport au gluten, en fait, en tant que femme, c'est très facile à voir parce que si on craint le gluten, on a le ventre qui gonfle assez vite et en plus, on a des pertes blanches qui n'ont rien à faire là, à des moments du cycle où c'est pas normal, en fait. Donc, à ce moment, si on s'observe un peu, on voit qu'on a ces pertes-là et qui ne sont pas au bon endroit et au bon moment. C'est dû à trop de gluten. En fait, je fais un raccourci, mais souvent, en grande majorité. Et sinon, pour un homme, on peut le voir aussi à travers le mucus, donc les personnes qui vont se moucher beaucoup, etc. Oui, très juste. Otorino-laryngologique, oui. J'aime beaucoup ce que tu suggères en toile de fond, et j'adhère totalement à ça, c'est qu'il faut se connaître en fait. On ne prend pas le temps de se connaître. C'est très socratique. Socrate qui cite souvent l'entrée du temple de Delphes, Neurotis Auton, donc connais-toi toi-même. On a besoin d'apprendre à se connaître, pas seulement sur le côté psychologique, mais comment on réagit aux aliments qu'on ingère. C'est très très important et c'est, je dirais, à la base de la maîtrise de sa propre santé. D'accord. Merci. Alors en fait, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois et qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas ce qu'on préconise. Alors il y a une personne notamment, c'est très symptomatique, qui pose la question. On parle d'alimentation riche en nutriments, donc je ne comprends pas pourquoi on ne met pas assez l'accent sur les produits animaux comme la viande rouge ou les produits laitiers crus qui sont assez digestes et donc plus facilement assimilables que les nutriments dans les végétaux. Le lait de vache, pas du tout. C'est quand même important de répondre là-dessus. Ah non, pas le lait de vache. Vas-y, Jean. C'est important d'être factuel sur la nutrition parce que ce qui vient d'être dit, c'est une chose qui n'est pas réelle. Dans les produits laitiers, vous n'avez rien que vous ne pourrez trouver dans d'autres aliments. Dans les produits laitiers, vous avez des protéines, d'excellentes protéines, mais qui sont très difficiles à digérer. La digestibilité des produits laitiers n'est pas aussi bonne que l'on dit. Sauf que je me rends compte qu'en fait, c'est mon alimentation qui me tue. Je suis contente que ce webinaire ait pu t'aider. On a manipulé la définition du terme de digestibilité. On a fait croire que les produits laitiers et les produits animaux étaient plus digestes parce que... Qu'est-ce que je vous dis tous les jours sur le lait de vache, les protéines correspond à peu près, ce qui est très là, c'est pas moi qui dis. En réalité, quand on regarde, je peux pas t'envoyer le lien, c'est le lien d'un webinaire que j'ai payé. Ça ressemble entre donc là, je vous partage ça avec vous. Déjà, d'une part, c'est pas si vrai que ça. Et d'autre part, pour digérer des protéines qui ont un tel poids moléculaire, il faut produire une très grande quantité d'acides et on a beaucoup plus d'aigreur d'estomac quand on est de grands consommateurs de produits animaux. Donc non,
Les produits animaux ne sont pas des produits qui sont complets parce qu'il n'y a pas de vitamine B9, il n'y a pas de vitamine C, il y a très peu, il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de potassium, il y a une liste très très longue de nutriments qui sont absents des produits animaux. Dans les produits laitiers, vous n'avez pas d'oméga 3. Vous avez très très peu d'oméga 6, vous n'avez pas d'oméga 9, très très peu, vous avez des graisses saturées, vous avez quelques vitamines liposolubles. Et tu as du calcium, certes, mais tu as trop de calcium pour nous, en tant qu'être humain. Mais ce sont des aliments qui, par rapport à nos besoins micronutritionnels, sont le assez lait d'avoine, faiblards, je vais poser la question. On dit souvent que dans la viande rouge, par exemple, dans la viande de bœuf, il y a du fer. Mais vous en avez autant dans les sardines. Vous avez plus de protéines dans la plupart des poissons que dans la viande de bœuf. Je vous cite tout simplement, en moyenne, on va être à 18% de protéines pour la viande de bœuf, 18-20%. Sardines, 25%, 26%. Le thon rouge, 30%, Macro. 33%. Vous prenez, par exemple, la graine de chanvre, décortiquée, 33%. 33%. Donc, on est à presque le double de ce qu'on va trouver dans la Qu'est-ce que viande je vous de bœuf. disais sur la Vous graine avez de chanvre, donc les protéines, la il y a plus tous les acides protéinée. aminés essentiels, donc il n'en manque aucun. Voilà. Et ensuite, vous avez des oméga 3 en bonne quantité, vous avez de la vitamine E, vous avez du magnésium, vous avez du zinc. Il y a plus de protéines dans une graine de chanvre, dans des graines de chanvre que dans certains interminable. poissons, Donc, on a dans toujours cette certaines idée que viandes. Parce que l'animal nous ressemble, dans son muscle, on va retrouver tous les nutriments. C'est faux. Scientifiquement, c'est faux, c'est factuel. Vous pouvez aller regarder sur toutes les analyses précises à la molécule près du contenu micronutritionnel de ces produits-là. Ils sont intéressants, je ne vous dis pas le contraire, mais ils sont très très loin d'être complets. Tu es adorable de partager avec toi. C'est pas un toi. produit qui est complet. Le fromage, c'est un produit qui est riche en protéines, riche en graisses saturées. Le fromage, qui parce que contient tu un le calcium mâches. qu'on absorbe très mal, donc ça n'est pas l'intérêt des Mais produits pas le laitiers. lait L'intérêt des végétal. produits laitiers, c'est un Pas le intérêt lait. gastronomique et protéique. Oui, on se nourrit très bien, question protéines, avec des produits laitiers, mais le profil en acides gras des produits laitiers, il n'est pas bon, c'est des graisses saturées. C'est des graisses qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité. Donc, on a besoin d'avoir des apports qui soient les plus complets possibles. Et pour cette raison-là, on est censé être omnivore, c'est-à-dire avoir une alimentation qui corresponde à un intestin qui est long, donc beaucoup d'aliments végétaux. On est programmé pour ça parce qu'on s'y est adapté au fur et à mesure de l'évolution. Et ensuite, avoir une petite partie de produits animaux qui nous permettent d'avoir un apport protéique adapté facilement. Ça, oui. Mais faire dominer les produits animaux, non. Ça n'est pas du tout ce que dit la littérature scientifique. Absolument pas. Ce qui ressort, c'est une alimentation majoritairement végétale. On est à peu près à 70-80% de végétaux dans notre alimentation. Et là, on a une amélioration de la santé de manière générale. On voit chuter le risque pathologique, le risque cardiovasculaire, etc. Merci. Alors, il y a des personnes qui disent qu'elles ont besoin de faire diminuer leur cortisol, donc des personnes qui sont assez stressées. Alors, on a parlé, grâce du coup, on a parlé un petit peu des questions de méditation, de sport, peut-être sur la nutrition. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'elle demandait même une complémentation, mais je pense qu'on peut déjà parler avec plaisir, les filles. du magnésium. Alors, c'est une question du stress. Excellente réaction, Lucie. Je vois que tu pratiques. Le magnésium, il va nous aider à mieux supporter le stress. Les oméga 3 vont nous aider à être plus résilients au stress, donc à réduire la neuroinflammation. Pour faire baisser le cortisol, le plus simple, c'est la cohérence cardiaque. C'est une méthodologie qui a été prouvée et éprouvée. Donc, le rythme circadien un petit aussi. travail sur la respiration à faire. Faites une petite recherche internet, c'est très très simple. Cohérence cardiaque, c'est une méthode. Voilà, cohérence cardiaque, rythme circadien, l'huile de magnésium sur la plante des pieds quand on a du mal à dormir. Matin, midi et soir, par exemple, avant vos repas, c'est quelque chose qui peut faire baisser efficacement votre cortisol. Donc le cortisol, on peut le faire baisser par l'activité physique plutôt axée sur l'endurance fondamentale, donc avec un niveau d'essoufflement modéré, randonnée, course à pied, vélo, voilà, il y a plein de façons de faire. Et limiter la consommation d'alcool. L'alcool est un grand perturbateur endocrinien et métabolique qui fait monter votre taux de cortisol. Et le sucre. Donc, limiter la consommation d'alcool a énormément d'intérêt dans la gestion du stress. Le gros problème, c'est que l'alcool nous détend. Donc, on a l'impression qu'il nous aide à supporter le stress, mais c'est un leurre parce que dans l'immédiat, oui, il nous aide à le supporter, on se sent assez vite mieux. Alors, je passerai sur le problème de la dépendance et le côté toxique de l'éthanol, mais il y a aussi un effet désastreux d'un point de vue métabolique, c'est qu'il fait augmenter le taux de cortisol. Le CBD également. Sur l'activité sportive,
Ça aide à On peut détendre. rajouter du renforcement musculaire, etc. Il y a un effet Le intéressant d'un point de vue tulsi métabolique, contre mais le stress. il faut aussi avoir des activités L'ashwagandha. d'endurance fondamentale parce que c'est celles-là qui vont faire baisser le cortisol. Le Et encore passiflore. mieux si vous le faites en Le pleine safran. nature, avec l'automne qui commence à faire développer des couleurs extraordinaires dans les forêts, dans les parcs, etc. C'est vraiment intéressant aussi de pouvoir se confronter aux Rhodiola, différentes températures absolument. de lumière. On a besoin d'être confronté à ça. En fait, on a beaucoup baigné dans l'histoire de l'évolution en lisière de forêt. Et les forêts, quelque part, c'est une symbolique, si vous voulez, mais il y a des choses qui se passent dans les lisières de forêt, dans les forêts. Il y a toujours des émotions particulières qu'on ressent un peu différemment, mais c'est quelque chose qui nous travaille en profondeur. On a besoin de retrouver le contact avec la nature. Donc, pas de whisky en rentrant le soir d'une journée épuisée, quoi, si on veut faire un truc. Je Ou une conseille chartreuse. pas. Je conseille pas. Peut-être, professeur, quelles sont les causes des polypes utérins hyperplasie de l'endomètre qui posent de gros soucis d'infertilité et qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'alimentation ou des plantes peuvent aider à retrouver un utérus sain? Alors, il faut bien comprendre que l'utérus, le corps de l'utérus est un muscle, mais c'est un muscle creux. Donc, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'endomètre, tandis que le muscle s'appelle le myomètre. Muscle et mètre, maîtrise, en réalité, c'est la mère, myomètre. Bon. Effectivement, à l'intérieur de l'utérus, sur l'endomètre, il peut y avoir des polypes. Si le polype est mal placé, il peut empêcher la nidation de l'œuf fécondé. Ça veut dire fausse couche. À quoi sont dus ces polypes qui sont dans l'endomètre? Je ne suis pas capable de vous le dire, mais ils sont très certainement d'origine hormonale. Alors, quels sont soit un excès estrogénique, soit une insuffisance progestéronique. Ce qui est sûr, c'est que J'ai posé la le question sur les gynécologue est fibromes. Je capable, suis pas sûre avec qu'ils un vont avoir le temps, hystéroscope, qu'ils auront le temps de c'est-à-dire lire. Mais... d'aller voir à l'intérieur de l'utérus ce qu'il a pu observer sur une IRM plus que sur un scanner et pour enlever le polype. En général, le polype n'est pas cancéreux. Par contre, c'est vrai que les cancers de l'endomètre, on les voit, mais surtout chez des femmes, en général, assez en avance par rapport à la ménopause, c'est-à-dire en avance, plutôt après la ménopause, je veux dire par là, des femmes de 60, 62, 65 ans, ce sont des cancers hormonaux dépendants, surtout dépendants des progestatifs plus que des estrogènes, mais le polype que l'on a à 25 ou à 30 ans qui empêche qui empêche la nidation. Je vous mets le replay. Eh bien, il faut... Je vous mets le replay sur YouTube, les filles. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube. Hein. D'accord? Le YouTube, c'est Raïssa Dora. Comme ça, je vous remettrai le replay. Merci. Alors, on a aussi la question de fibrome. Est-ce que ça peut être la cause d'une infertilité? Bien sûr, il y a des fibromes qui se développent dans le muscle utérin. Ce que l'on voit, les fibromes, on les voit surtout chez les bonnes sœurs. C'est pas qu'elles veulent avoir des enfants, elles veulent pas en avoir, mais elles ont des utérus qui ont jamais vu, si vous voulez, de nidation, qui sont musclés à un point tel que elles fabriquent du muscle en excès dans la paroi de l'utérus, qui peuvent être des fibromes importants. Je me souviens quand j'ai fait mon service médical comme jeune chirurgien en coopération au Maroc, avoir opéré des femmes pour enlever des énormes fibromes qui déformaient la paroi abdominale et qui les empêchaient de concevoir naturellement. Parce que si ce fibrome est placé à un point tel qu'il comprime l'intérieur de l'utérus, bien évidemment, la nidation ou le spermatozoïde ne peut pas passer. Merci. Alors, on a des questions un peu plus ouvertes comme que pensez-vous d'une infertilité secondaire inexpliquée? Infertilité secondaire inexpliquée, ça veut dire pour moi, d'abord, je penserais à, si c'est secondaire, ça veut dire qu'il y a eu une fertilité première. Bon, donc il y a peut-être eu déjà un enfant. Et l'infertilité seconde, je penserais à infectieux. Est-ce qu'il n'y a pas eu une infection? Je vais essayer de poser la question. Focalisée sur... Je vais essayer de poser la question sur l'uréaplasma. On va voir. Les orifices des trompes, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle une salpingite? Parce que la trompe, en latin, on l'appelle le salpinx.
Donc, on ne dit pas une trompite, on dit une salpingite. Et une salpingite, c'est une infection de la trompe. Et je me souviens que mon propre père, qui était professeur de gynécologie et de chirurgie générale, il me racontait qu'il aidait des femmes à avoir des enfants parce qu'il débouchait les trompes. Alors, quand j'ai été plus grand, il m'a expliqué, il m'a fait des dessins, et il montait un petit cathéter, si vous voulez, dans la trompe pour stimuler un petit peu la zone qui était rétrécie. Et ainsi, il permettait aux spermatozoïdes de passer, ensuite à l'œuf fécondé de passer pour arriver au niveau de l'utérus et faire le nid. Voilà, on débouchait les trompes. Aujourd'hui, on a d'autres moyens. On n'a pas besoin d'intervenir chirurgicalement avec un hystéroscope, c'est-à-dire on monte dans l'utérus avec un appareil qui est très petit, hein, il ne donne pas de douleur, et on va voir la trompe. On peut faire une radio, une salpingographie pour voir cette trompe qui peut-être est plus ou moins bouchée. Bravo, on va arriver à déboucher par des moyens, je dirais, plus simples que ce n'était autrefois. Et plus ou moins bouché, Bravo, on va arriver à déboucher par des moyens, je dirais, plus simples que ce n'était autrefois. Mycoplasma, s'il vous plaît. Si, alors, il y a des personnes qui... Alors, c'est vrai que peut-être qu'elles n'étaient pas là au début quand on a dit attention, une complémentation ne va pas remplacer une bonne alimentation. Mais on a quand même des personnes qui demandent si il y a... des complémentations qu'on peut prendre. Oui. Donc voilà, un complément quelque chose d'assez complet. Qu'est-ce qu'on peut prendre en fait? En général, les laboratoires de micronutrition qui proposent des compléments alimentaires spécial grossesse ont assez bien pensé la chose, c'est-à-dire qu'ils vont forcément mettre de bonnes quantités de B9, ils vont mettre du fer parce que la carence en fer est assez fréquente à partir notamment du 4e mois où il y a l'hémodilution. Souvent il y a l'iode, le zinc on en parle aussi souvent, et puis ensuite on va mettre vitamine A, C, E et puis le groupe DB quoi. La plupart du temps c'est un peu passe-partout. Alors il y en a qui mettent des capsules monstrueuses dans lesquelles ils mettent tout ça plus les oméga 3 et compagnie. Personnellement j'ai plutôt tendance à donner un multivitamine complet qui contiennent fer, zinc, iode à minima, une supplémentation en oméga 3 si vraiment on peut rien faire sur l'alimentation, parce que mettre plus de poissons, plus d'huile végétale, c'est pas si compliqué à faire. Donc si je sens que les patientes ou les patients, parce que je préfère travailler en couple, hein, effectivement, comme le fait Johanna, je pense que c'est important. Voilà, sauf que je passe probablement moins de temps avec eux individuellement, mais supplémenter c'est intéressant, mais ça marche beaucoup moins bien que l'alimentation elle-même, je le redis, hein, merci de le rappeler. Et surtout, si on doit supplémenter, il faut qu'il y ait un minimum de travail de fait sur la nutrition, parce que le complément alimentaire, il doit arriver à la fin du repas et il doit être, si possible, rajouté au reste de la matrice des aliments. Donc, alors, petit voilà. déjeuner. Après, on pourrait développer sur beaucoup de choses. Non, mais réponds-moi sur le mycoplasma, pour les intestins abîmés, on peut pousser le bouchon beaucoup plus loin que ça. Alors, pour ceux qui sont là en disant bah, « ça y est, ma femme est enceinte », je rappelle juste une information que j'ai appris bien sûr auprès de gens qui disaient qu'une carence en oméga 3 augmente le risque de dépression post-partum. Vous pouvez aller voir, il y a des études scientifiques qui sont c'est publié depuis une quinzaine d'années maintenant, au moins. Hein. Le lien a été fait même avant ça. Et puis, je suis moins sûre de moi, mais sur le développement intellectuel aussi, le développement du cerveau de l'enfant, c'est très important. En fait, on a un phénomène qu'on appelle la biomagnification qui a lieu aux alentours du 6e mois ou 5e ou 6e mois de gestation, donc dans le 2e trimestre. Et ce phénomène, c'est un surstockage des oméga 3 au niveau du système nerveux central du bébé, du fœtus. Donc, on a besoin d'essayer d'anticiper dès la période avant la grossesse si c'est possible, et puis dès le début de la grossesse, insister sur ces huiles, ces poissons, etc. Quitte à supplémenter si vraiment on voit apparaître les fameux signes de la sécheresse cutanée qui est assez caractéristique. Donc très souvent je dis premier trimestre, si la peau n'est pas sèche, on ne supplémente pas, on travaille sur l'alimentation. 2e trimestre, si la peau commence à être sèche, on insiste sur l'alimentation et on la rajoute vitamine D, peut-être les une petite méthylfolates quand supplémentation. même. Bon. Éventuellement, on va augmenter cette supplémentation sur le 3e trimestre en l'arrêtant au dernier mois. Mais travailler sur l'alimentation, c'est toujours plus intéressant parce que quand vous apportez du poisson, vous avez des oméga 3, des protéines, du fer, du zinc,
de l'iode, du sélénium, de la B12, etc. etc. Donc, c'est toujours plus intéressant de travailler sur l'alimentation. Le travail qu'on fait, il va être bénéfique effectivement pour le développement du oui, bébé. Mimi, c'est très dur. Pour la diminution du risque de dépression postpartum qui est fortement... Mimi, c'est très dur de trouver un multivitamine qui a tout, mais en même temps, il a expliqué que c'était pas forcément nécessaire. Parce que quand tu as une capsule où tu as tout, bah, c'est pas non plus le best, tu vois. Une capsule où tu as tout, les vitamines du groupe B, par exemple, B6, B12, B1, B, tu vois, ok. Mais tu pourras jamais trouver un multivitamine qui a tout ça, plus des oméga 3, donc tu seras obligé de te supplémenter avec plusieurs choses. Oui. Au-delà de ça, je me permets de rajouter, c'est que en fait en fin de grossesse, donc au moment de l'accouchement et ensuite si on allait ou on n'allait pas, hein, peu importe, en fait il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en carence, d'où les pertes de cheveux, les caries, les ongles qui se cassent. Donc pour éviter ça, en fait, on invite vraiment en fait les mamans qui sont enceintes à manger de manière saine et très très riche en minéraux et en vitamines. Merci. On a aussi une question, professeur, en cas de cancer. Donc, est-ce qu'après un cancer du sein non hormonal, donc HER3+++, y a-t-il des risques de prendre un booster de fertilité type Gametix? Oui. C'est une femme qui veut un bébé. Non, faut pas booster. Il faut laisser la nature. Il faut aller voir Johanna. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Ça, c'est certain. Vous avez entendu, hein, vous qui me posez toujours la question sur Gametix, Dermitis. Et en plus, vous consultez à distance, je crois. Une personne de Guadeloupe, de Martinique ou de Los Angeles peut vous consulter, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. En fait, je fais des consultations en visio. Voilà, c'est très pratique et ça permet vraiment de toucher des personnes qui peuvent être loin et qui n'ont pas forcément ces services à proximité de chez eux. Alors, oui, un point important, c'est qu'on voit malheureusement de plus en plus de femmes jeunes qui développent des cancers du sein. Bien. À 32, 33, 35 ans, avec le gène ou sans le gène. J'espère que tu ne vas pas parler des produits laitiers là-dessus. Le problème, c'est que on va les soigner, on va leur faire les traitements qu'il faut, que ce soit la chirurgie conservatrice, la radiothérapie, la chimio-immunothérapie, de plus en plus avec l'immunothérapie, et qui, au bout de 2 ans, 3 ans, elles vous disent, voilà, j'ai 38 ans, je voudrais avoir un enfant. Bon, on a traité à 35, par exemple, et à 38, 3 ans plus tard. Est-ce qu'on donne le feu vert? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on donne le feu vert après avoir fait un bilan absolument complet, prise de sang, examen, PET scan, etc. Et si tout ça est normal, on peut donner le feu vert pour une grossesse. Mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et la grossesse qu'on va, entre guillemets, pour laquelle on va donner un feu vert, doit être une grossesse naturelle. Voilà. Pas de stimulation hormonale. Pourquoi? Parce que la stimulation hormonale, ce sont des facteurs de croissance. Donc, s'il y a eu un cancer déjà, et qu'il y a des cellules qu'on a bien traitées, qu'on a même endormies, qui sont plus actives, ce n'est pas le moment d'aller les réveiller. Donc certainement pas de stimulation hormonale. Voilà, donc parfois des ovules ont été mis en congélation ou des spermatozoïdes pour des hommes, parce qu'il y a des hommes qui font des cancers testiculaires qui vont être traités et pour lesquels on va mettre les spermatozoïdes en congélation pour qu'il puisse y avoir des fécondations. Là, on rentre dans la procréation médicalement assistée qui est absolument nécessaire. Merci. Peut-être juste une dernière question sur l'endométriose. En cas d'endométriose légère, implant sur un ovaire et sur un ligament utérosacré et d'infertilité depuis plusieurs années, recommandez-vous d'opérer? Il est dit qu'il faut éviter l'opération par choc électrique. Quel est le risque d'atteinte de la réserve ovarienne? Non, alors, il n'y a pas de risque sur la réserve ovarienne. Ce qui se passe simplement, c'est que cette femme, probablement, a mal quand elle a son cycle. Pourquoi? Parce qu'elle a des cellules de l'intérieur de l'utérus qui sont passées à l'extérieur de l'utérus. Donc, il y en a dans l'utérus, bien sûr. Elle va avoir les règles normalement. Mais elle a des cellules qui sont
sur l'ovaire, qui sont sur la vessie, qui sont sur le rectum, qui sont dans le ventre alors qu'elles ne devraient pas y être, et qui, au moment des règles, ne sont pas évacuées. Elles ne peuvent pas s'évacuer. Bon. Donc ce qu'il faut, c'est faire une IRM, c'est repérer où est cette endométriose. Et cette endométriose, il faut la traiter correctement. Là, il y a des gens qui savent le faire et d'autres qui ne savent pas le faire. Il faut, d'ailleurs, pour l'endométriose, maintenant, il faut avoir un grade particulier en gynécologie pour le faire. Donc, tous les gynécologues ne le font pas. Je crois que c'est un grade 3, je ne saurais pas trop le détail, mais certains le font et d'autres ne le font pas et doivent envoyer la personne à un collègue. À ce moment-là, par célioscopie, on a repéré préalablement sur l'IRM les lieux ou le lieu majeur de cette endométriose et on va l'enlever, la fulgurer, on va la griller. Le mieux, c'est de la supprimer chirurgicalement. On a les instruments pour ça, sans aucun problème. Ensuite, surtout pas de traitement hormonal. Parce que le traitement de l'endométriose, c'est quoi? C'est un traitement qui vous infertilise. Qui vous infertilise. Et j'ai eu récemment un cas très intéressant d'ailleurs, d'une femme qui avait une endométriose et pour laquelle on proposait un traitement. Je lui ai dit, surtout pas. Et elle me dit, mais je fais quoi? J'ai mal. Je dis, concevez un bébé. Si vraiment vous avez envie d'avoir un enfant, c'est le moment de le faire. Elle est enceinte, elle me dit, j'ai plus mal. Mais bien sûr, pendant tout le temps de la grossesse, elle n'aura plus mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le temps des règles. Est-ce qu'elle peut avoir, après l'accouchement, quand les cycles reviendront de nouveau de douleurs? Possible. Mais très certainement, elle n'avait pas une endométriose majeure. Vous savez que l'endométriose, c'est quand même une femme sur 10. On en a parlé dans justement ce masterclass de santé écologique de la femme. Personnellement, je suis extrêmement opposé aux tampons dans la voie vaginale, et des tampons, et d'ailleurs, Johanna en a très bien parlé ce soir, en parlant des éponges, qui sont des éponges naturelles venues de la mer. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est sûr qu'il vaut mieux ce type d'éponge que des tampons qui sont des bouchons de champagne et qui font que le sang reste dans l'utérus, au lieu avec des cellules de l'endomètre, et au lieu d'être évacué de manière naturelle, ce sang, il fait demi-tour, il y a un reflux dans la trompe. Donc, des cellules de l'endomètre sont dans la trompe, vont vers le pavillon alors qu'elles ne devraient pas être vers le pavillon, et elles vont tomber dans le ventre, qui sur l'ovaire pour donner un endométrium, qui sur l'utérus, qui sur l'intestin grêle, et parfois super intéressant. Sur le rectum. Sur l'intestin grêle, il y a un passage des cellules de l'endomètre, écoutez-moi bien, qui arrive sur le diaphragme, qui traverse le diaphragme et qui va jusque dans le thorax. On a vu des endométrioses jusque dans le thorax qui créent des pneumothorax. C'est impensable. La solution de l'endométriose, si vous ne voulez pas l'avoir, c'est d'apprendre à votre petite fille, jeune fille, qui va devenir jeune fille, de ne jamais mettre de tampon. Une éponge. Vous demanderez, vous consultez Johanna, elle vous le dira mieux que moi. Voilà. Bon, Lucie, on a terminé parce qu'on a passé pas mal de temps là. Hein. Oui. En fait, effectivement, d'habitude, nous faisons 2 heures de webinaire, donc je pense qu'on a quand même assez bien fait le tour. Mycoplasme. Johanna a un point à ajouter que nous aurions oublié, on ne sait jamais. Il me semble qu'on a parlé déjà de beaucoup de choses. Bon, donc on a parlé de l'assiette, on a parlé des estrogènes, de l'ovulation, de ces saisons qui sont absolument magnifiques et peut-être qu'on n'a pas parlé, je terminerai par là parce que j'y suis. Il faut que j'arrête les tampons, oh my god, t'as vu hein? Des contraceptions hormonales beaucoup trop longues. La pilule. Je ne suis pas contre la contraception, je suis pour que la femme elle ait l'enfant qu'elle a envie d'avoir quand elle veut l'avoir en plus, mais attention, les contraceptions, elles sont dangereuses quand elles durent au-delà de 2 à 5 ans. Alors imaginez une jeune femme qui prend la contraception à 15 ans, elle arrive à 17 ans, elle arrive à 20 ans, et moi je lui dis il faut arrêter la contraception. Pourquoi? Risque de cancer du sein. Risque de cancer du sein. Nous en parlerons d'ailleurs le 2 octobre prochain. Déformation du fœtus. Le mois d'octobre, c'est le mois du cancer du sein. Eh bien, je vous invite le 2 octobre à le faire savoir autour de vous. Je vous parlerai avec Jean sur le domaine de la nutrition, toujours. Je vous parlerai des 10 causes des cancers du sein. Il n'y a pas que les hormones qui sont en cause. Il y a aussi la nutrition. Nous en parlerons de ces 10 causes. Ça, c'est le 2 octobre. Comment
prévenir le cancer du sein, bien connaître les causes. 7 jours plus tard, le mercredi de la santé, 9 octobre, nous vous parlerons des nouveaux traitements assez étonnants d'efficacité des cancers du sein. Je ne souhaite un cancer du sein à personne, mais sachez qu'en 2023, il y a eu jusqu'à 64 000 nouveaux cas de cancer du sein en France. C'est un manifeste fléau social. Et ce fléau social, il faut le combattre par justement le webinaire que nous donnerons le 2 octobre. Le 9 octobre, nous vous parlerons de tous les traitements. Le 16 octobre, nous vous parlerons du cancer de la prostate. Il faut qu'il y ait quand même une égalité homme-femme. Et non pas le 23, mais le vendredi 25 octobre. Le 23, je ne pourrai pas parce que je serai en conférence à Metz. Mais le 25 octobre, nous parlerons des traitements ultra modernes et efficaces des cancers de la prostate pour, je dirais, vivre longtemps d'une manière confortable, que Dieu nous préserve, même avec un cancer de la prostate avancé, avec parfois des métastases osseuses. Voilà le programme du mois d'octobre qui se prépare. Nous n'avons pas encore formalisé celui du mois de novembre et décembre, mais ça va venir. Voilà, donc un très grand merci ce soir à vous tous qui nous avez écoutés, à Johanna qui est venue pour la première fois et qui s'est très bien débrouillée dans ce webinaire. Merci à Lucie pour la sélection des questions et à Jean, à tous les conseils nutritionnels. L'assiette pour avoir un bébé, au fond, le petit déjeuner pour avoir un bébé, le repas du soir pour avoir un bébé. Et alors j'ai appris quelque chose ce soir, c'est que quelqu'un qui a des spermatozoïdes qui ne marchent pas ou qui sont en hypofertilité, eh bien, voulu changer ses habitudes alimentaires et voilà qui va fabriquer les spermatozoïdes capables de féconder un ovule pour avoir un joli petit garçon ou une jolie petite fille. C'est ça, hein? Faut manger beaucoup d'oléagineux parce que dedans, vous aurez du magnésium, vous aurez du zinc, vous aurez des protéines, vous aurez de la vitamine E et des oméga 3, des oméga 6, des bons oméga 6, des oméga 9. Et ça, tout ça, c'est très intéressant pour la fertilité. Merci beaucoup Jean, merci Johanna, merci Lucie. À très bientôt, bon repos à tous, reposez-vous et à la semaine prochaine. Et merci professeur, et merci Jean, merci Joanne d'avoir été là. Au revoir. Merci Johanna. Bonsoir à tous. Voilà, c'était terminé. C'est un webinaire qui était très intéressant. Je suis régulièrement ce type de webinaire sur tout, la nutrition, la fertilité, l'ovulation, etc. J'espère que ça vous a plu, que je partage ce petit moment avec vous. Bon, on n'a pas beaucoup discuté, mais c'était pour que vous puissiez en savoir plus. J'essaye de vous repartager cette vidéo en rediffusion sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, Raïssa Dora. Et pour celles qui n'ont pas écouté le webinaire jusqu'au bout, je vais essayer de le poster. Et puis, comme ça, au moins, vous pourrez choper des informations qui vous intéressent. Dans ce webinaire, il y avait une nutritionniste, un nutritionniste, une naturopathe et un médecin cancérologue. Donc, voilà les filles. Je ne vais pas vous retenir très longtemps. Je vous souhaite une très belle soirée. On se parle en privé, on se parle sur Instagram, on se parle dans le groupe de soutien, on se parle où vous voulez. Mais voilà, je vous remets le compte Instagram, hein, le compte... Tu es magnifique, j'aime trop te regarder, merci beaucoup. C'est gentil. Avec plaisir, les filles, avec grand plaisir. Raïssa Dora sur YouTube, les filles, ok? J'essaye de vous le mettre tout de suite. On peut participer au prochain webinaire. En fait, il faut que c'est des webinaires payants. C'est des webinaires payants. Moi, je suis abonnée à ce professeur. Et en fait, il publie des webinaires payants et je m'abonne en fait sur les webinaires qui m'intéressent. Là, c'était sur la fertilité. Évidemment que j'allais m'y abonner, tu vois. Donc, voilà. Je vous reposte la rediffusion sur YouTube. Et si ça vous intéresse, du coup, je ferai ça très régulièrement avec vous parce que je suis tout le temps en train de regarder des webinaires, des conférences qui sont payantes, parfois en anglais, beaucoup en anglais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous partagerai ça. Ok. Le savon intime. Ok, Chris. Pas de souci. Bonne soirée. Bisous.